Science. Bonjour et bienvenue dans ce Stop Science qui aujourd'hui devrait plaire aux amoureux des dinosaures. Les dinosaures, ce sont les meilleurs amis des petits. Et des grands aussi. Ils ont bercé notre enfance et fait beaucoup de trous dans notre porte-monnaie. Mais avant de devenir une véritable machine à fric, les dinosaures, c'est quoi au juste? Je vois déjà se dessiner le sourire béat. Fastoche, c'est des bestioles dont le nom finit par Zor. Eh bien c'est faux, la terminaison Zor, qui vient du latin Zorus, signifie reptile et peut donc en théorie se retrouver dans le nom de n'importe quel reptile. Mais en pratique, il arrive aussi que des mammifères, comme la baleine fossile Basilosaure, se retrouvent avec un nom terminé par Zorus. Ou aussi le Pokémon Bulbasaur. Ou le Nabucodonosor. D'ailleurs, il existe aussi des dinosaures dont le nom ne se termine pas par Zor, tels que le Rhabdodon ou le Compsognathus. Et les célèbres Triceratops, Iguanodon, Diplodocus, Vélociraptor et bien d'autres. Une autre suggestion peut-être. Moi je sais, c'est gros? Bien tenté, mais contrairement à ce que les médias nous vendent régulièrement, il n'y a pas que la taille qui compte. Vous m'en direz tant. Il existait de tout petits dinosaures, comme le Compsognathus par exemple. Et même les plus gros dinosaures n'étaient pas gros toute leur vie. Bon, tentons une approche sous un angle un peu plus scientifique. Ce sont des reptiles, disparus il y a 65 millions d'années. On doit s'approcher là, non? Certes, mais ce n'est pas encore ça. Les dinosaures ne sont pas les seuls reptiles à s'être un peu enflammés il y a 65 millions d'années. De nombreuses espèces de serpents, de lézards, mais aussi de crocodiles et de tortues se sont éteintes lors de la grande crise Crétacé-Tertiaire il y a 65 millions d'années. Bon d'accord, on a bien fait le tour des réponses fausses. Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'une bestiole plus qu'une autre est un dinosaure? Eh bien, entre autres caractères du squelette, un dinosaure est un reptile dont les pattes sont bien droites sous le corps et soutiennent le poids de l'animal comme des piliers. On retrouve cette caractéristique aussi bien chez les dinosaures carnivores bipèdes que chez les herbivores quadrupèdes. Et les autres reptiles, comme les tortues, les geckos et autres lézards, les crocodiles et les varans de Komodo, ne sont pas des dinosaures, car ils n'ont pas cette caractéristique fondamentale que tous les dinosaures ont hérité de leur ancêtre commun. Exactement. Eux, leurs membres font saillie sur le côté du corps et non en dessous. Donc si on se résume, ça veut dire que ni les ptérosaures, ni les reptiles marins qui vivaient pourtant à la même époque que les dinosaures et ont disparu en même temps, ne sont des dinosaures? Tout à fait, car l'absence de membres en pilier montre qu'ils ne partagent pas d'ancêtre commun direct avec les dinosaures. Tout est une affaire de famille. Si vous n'avez pas ce petit plus unique qui démontre que vous êtes un descendant de l'ancêtre commun des dinosaures, alors vous ne pouvez pas être classé comme étant un dinosaure. C'est comme un laissez-passer. Ou un test de paternité. Mais les mammifères alors, ils ont les membres droits sous le corps, non? Ah, certes oui, mais pour des tas d'autres raisons, les mammifères ne font pas partie de la famille des reptiles. Notamment parce qu'ils n'ont pas d'écailles cornées, mais des poils. Donc pour être un dinosaure, il faut être et un reptile, et avoir les membres droits sous le corps. Comme les oiseaux. Car les oiseaux ont les pattes bien droites sous le corps, comme des dinosaures. Et ils ont des écailles de reptiles. Mais attends, personne ne sait si les dinosaures avaient des écailles. En fait si, on le sait très bien même, car de nombreux fossiles de peau de dinosaures sont connus, y compris en France. Dans ce cas je m'incline, les oiseaux sont bel et bien des dinosaures. Effectivement, les oiseaux descendent directement du groupe des dinosaures carnivores nommés les théropodes. Évidemment, Rome ne s'est pas faite en un jour, et de nombreux intermédiaires structuraux sont connus, comme l'Archéoptérix par exemple. Ça vous la coupe? Si c'est le cas, c'est que vous aviez sûrement des tas d'a priori sur les dinosaures. Le premier étant qu'un dinosaure, par définition, devrait être énorme. Pourtant, comme nous l'avons dit, les dinosaures ne sont pas tous gros, beaucoup d'entre eux étaient petits, comme le Compsognathus par exemple. Mais évidemment, comme ils sont petits, la presse en parle beaucoup moins. Le deuxième est que les dinosaures sont souvent dépeints comme des animaux lourds, lents, incapables de se mouvoir sur la terre ferme ou même rapidement. Mais il s'agit d'une image d'Épinal, née vers le tout début du siècle dernier et qui s'est répandue comme une traînée de poudre, car elle mettait l'accent sur notre supériorité face aux dinosaures. Mais cette façon de représenter les dinosaures n'était pas celle du pionnier de l'étude des dinosaures, le fondateur de ce mot, Richard Owen. On l'a pas déjà faite cette blague la dernière fois? Ah, c'était quelqu'un d'autre. Lorsqu'il a reconstruit pour la première fois des dinosaures pour l'exposition du Crystal Palace vers la fin du 19e siècle, ces créatures sont reconstruites en action, l'œil vif, posture érigée, supportant leur corps massif sur la terre ferme, et non pas dans l'eau. Quoiqu'un peu démodées, ces reconstitutions n'en restent pas moins remarquables, étant donné les connaissances de l'époque, mais surtout elles témoignent de ce qu'Owen imaginait les dinosaures comme des animaux puissants et vivaces. L'un des principaux préjugés concernant les dinosaures tient au fait que l'on se représente souvent les dinosaures comme ça. Et les oiseaux comme ça. Mais les oiseaux ne sont pas toujours aussi mignons. Prenez par exemple l'autruche et le casoar.
Ou mieux encore, regardons le Titanis, le célèbre oiseau fossile mangeur de chevaux. Beaucoup moins mignon, n'est-ce pas? Et que dire du non moins célèbre Gastornis? Lui aussi était énorme. Toutefois, il semblerait, d'après ses empreintes de pas, qu'il n'ait pas été pourvu des grosses griffes qui lui auraient été nécessaires pour chasser. Et il paraît même qu'il aurait été végétarien. Alors dans ce cas, à quoi lui servait cet énorme bec? Peut-être servait-il au mâle pour s'attirer les faveurs des femelles, qui sait, ou plus simplement, à casser des noix de coco. Des études sont en cours. Affaire à suivre donc. Donc les oiseaux n'ont pas toujours été mignons. Mais surtout, ce qui nous tient généralement le plus à cœur, c'est l'image des dinosaures théropodes tels que nous l'a vendu les médias, à savoir des êtres visqueux, cruels, pleins de dents et de griffes. Concernant les griffes, les dinosaures n'en ont bien sûr pas le monopole, mais surtout certains oiseaux en possèdent. C'est notamment le cas de l'oatine, un oiseau d'Amérique du Sud qui, lorsqu'il est encore poussin, possède de petites griffes qui disparaissent ensuite plus tard. Vous noterez la ressemblance frappante entre la main de poussin oatine et celle d'un dinosaure théropode. Concernant les dents, eh bien, tous les dinosaures théropodes n'en avaient pas, comme par exemple l'Oviraptor. Il est bien connu que les poules non plus n'ont pas de dents, ou tout du moins n'en ont plus. C'est en tout cas ce qu'ont montré plusieurs équipes de généticiens qui ont réussi par des manipulations de l'ADN à faire repousser de petites dents sur des embryons de poulets. Ils ont montré ainsi que le gène des dents n'était pas totalement absent chez les oiseaux. Il était tout simplement endormi. D'ailleurs, de nombreux oiseaux fossiles comme l'Hesperornis possédaient encore des dents. Pour ce qui est de la viscosité de leur peau, on sait que les dinosaures avaient des écailles. Mais l'une des plus grandes surprises de ces dernières années a été de découvrir qu'ils avaient aussi des plumes. Aujourd'hui, suffisamment de gisements différents dans le monde ont fourni un assez grand nombre de spécimens portant des plumes ou des empreintes d'insertion de plumes. Que ce soit en Espagne, En Allemagne, en Amérique, ou encore en Asie. et ce, aussi bien chez des dinosaures herbivores que chez des dinosaures carnivores. Ainsi, on est à peu près sûr que tout, ou presque tous les dinosaures, avaient des plumes, ou du moins quelque chose qui devait y ressembler. Et même le tyrannosaure en avait. C'est en tout cas ce que révèlent des fossiles trouvés en Chine appartenant à ses très proches parents. Et qui dit plume dit poux, puce, et autres parasites du plumage. Et ceux qui ont été retrouvés fossilisés sont énormes, de la taille d'un doigt. Ces plumes ne servaient évidemment pas à voler. Imaginez le T-Rex battant de ses petits bras pour décoller d'une falaise, ce serait grotesque. On pense plutôt que ces plumes d'aspect simple, duveteuses ou filamenteuses, devaient servir, comme chez les poussins, à maintenir la température du corps. Argumentant au passage en la faveur de l'hypothèse selon laquelle les dinosaures étaient des animaux à sang chaud. Elles devaient aussi être très colorées et servir de signal de reconnaissance, ou pour les parades nuptiales. Encore que pour ce qui est de la couleur, les techniques actuelles basées sur les rayons X ne permettent de détecter que le noir et le blanc, et les pigments responsables des nuances de rouge, d'orange et de jaune. Mais chez les oiseaux actuels, les couleurs chatoyantes comme le vert ou le bleu par exemple ne sont pas dues à des pigments. Et non, elles sont dues à la structure microscopique même des plumes, qui filtrent, réfractent et reflètent d'une façon bien particulière la lumière. Ces phénomènes optiques sont, dans l'état actuel des connaissances, encore assez mal compris chez l'actuel, alors chez le fossile. Terminons enfin, si vous le voulez bien, par la cruauté légendaire des dinosaures. Dire si oui ou non les dinosaures carnivores étaient fondamentalement méchants Je suis méchant, est bien entendu impossible, quoi qu'on en dise à la télévision. Par contre, ce qui semble très clair, c'est que les préjugés sur la cruauté de ces animaux ont conduit à des interprétations fausses de certains fossiles. Et c'est le genre de préjugé dont a été victime Oviraptor. Son nom signifie voleur d'œufs, ainsi nommé car il fut découvert Pris sur le fait de son abominable forfait. fossilisé, penché sur un nid qu'il était en train de piller. Et toutefois, bien des années après sa découverte, on s'est rendu compte que les œufs dans le nid étaient ceux d'un oviraptor et que le nid en question était en fait le sien. Ce soi-disant voleur d'œufs impitoyable n'était en fait ni plus ni moins qu'un parent dévoué qui a couvé son nid jusqu'à la mort pour tenter de le protéger. Et en parlant de cruauté, vous savez qui était encore plus cruel que le T-Rex, hein? Un spinosaure? Non, Un tractopelle? non plus. Un vélociraptor armé d'un lance-roquette chevauchant un requin? Non. Pas du tout, la réponse c'est Trichomonas gallinae. Mais c'est quoi ça, un Pokémon? Non, c'est une maladie qui fait des petits trous dans la mâchoire et la trachée, et qui a entraîné la mort de plusieurs tyrannosaures. Et c'est une maladie d'oiseau? Ah oui, d'ailleurs dans Trichomonas gallinae, il y a Gallinae, qui nous renvoie aux gallinacées, les poules. Ah, ils étaient pas si terribles que ça après tout.
En conclusion de ce Stop Science, les oiseaux sont apparus au temps des dinosaures, parmi les dinosaures, à partir d'ancêtres dinosaures, et ils appartiennent donc à la famille des dinosaures. Exactement de la même manière que vous êtes vous-même de la famille de votre grand-père. Évidemment, c'est facile de critiquer. Mais plutôt que de céder à la caricature facile et aux critiques sans fondement, il convient quand on fait de la science de laisser de côté nos préjugés et nos a priori et de s'en remettre aux faits et aux fossiles. La science est un perpétuel progrès, et les représentations et images, y compris dans nos têtes, doivent progresser avec elle. Il reste néanmoins une dernière question. Si les oiseaux, qui sont des dinosaures, ont survécu, alors les dinosaures ne se sont pas éteints. En effet, mais cela ne veut pas dire que l'extinction de masse d'il y a 65 millions d'années n'a pas eu lieu. Une météorite est bien tombée, et de nombreuses espèces ont disparu, dont beaucoup de dinosaures. Et même les oiseaux y ont laissé des plumes. C'est par exemple le cas des Sperornis dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que des Enantiornites. Seuls les ancêtres des oiseaux actuels s'en sont sortis, et finalement certains dinosaures, les oiseaux, sont toujours parmi nous. Alors oui, ils sont très différents des autres dinosaures, mais ils ne le sont pas moins que ne l'étaient les dinosaures du Trias de ceux du Jurassique, Ou que ceux du Jurassique ne l'étaient de ceux du Crétacé. Les oiseaux ne sont qu'une forme de dinosaure parmi une foisonnante diversité d'autres. Et eux-mêmes présentent une diversité de formes et d'écologie formidable. Ils sont présents depuis les airs, Jusque dans l'eau, en passant par la terre ferme, et avec près de 10 000 espèces d'oiseaux connues aujourd'hui contre à peine 5 000 de mammifères, et une seule espèce humaine. et c'est peut-être nous qui sommes toujours parmi les dinosaures. Ce Stop Science est terminé, merci de l'avoir suivi. En guise de complément, pour tout savoir sur l'origine des oiseaux, nous vous recommandons la lecture du chapitre qui y est dédié dans le guide critique de l'évolution. Peut-être avez-vous aussi remarqué que nous avons essayé autant que possible de ne placer que des dinosaures découverts en France pour illustrer la vidéo. Si ce n'est pas le cas, ça vous fera une bonne occasion de la revoir. Sinon, il y a le dinosaure de France par Éric Buffetot et sorti plus récemment le Mimo par l'équipe des fouilleurs du site de dinosaures d'Anjac. Quant à nous, nous vous disons à la prochaine fois et merci à tous. J'en ai marre d'avoir toujours raison.